marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki meton maounono. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Peut-on changer de religion par amour? C'est la grosse interrogation de votre rubrique La Rue opine pour le compte de ce vendredi 3 novembre 2023. On ira également au niveau de l'Assemblée nationale du Bénin pour parler de l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement. Au Sénégal, la Sénat ordonne à la direction des élections de délivrer les fiches de parrainage à l'opposant Ousmane Sonko, toujours en prison. Et puis, bien évidemment, après le Sénégal, on ira au Gabon pour parler de ce ultimatum de 6 mois qui a été donc donné au marabout et féticheur béninois, togolais, congolais pour quitter le pays. Gaspard Diamonsi, bonsoir. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que vous faites là? Féticheur béninois. Achilou. Bonsoir, Chambi Bararo. Oui. Merci d'être là encore ce vendredi. Oui, par devoir. Voilà, je démarre tout de suite avec le vieux du plateau, Gaspard Diamonsi. Peut-on changer de religion par amour? Oui, on peut. C'est une possibilité. On a dit, est-ce qu'on peut? Oui, on peut changer. Mais doit-on changer? C'est peut-être la question. Par amour, que ne peut-on pas faire? Par amour pour un homme ou une femme, on peut tout. N'est-ce pas? Si tant est que pour renforcer le lien entre vous et votre bien-aimé, vous devez changer de religion, changer même d'habitude ou changer même de veste, on peut le faire, pourquoi pas. Mais doit-on le faire? Moi, je pense que si on est à l'aise dans ce qu'on fait, je ne pense pas qu'on soit obligé, pour prouver son amour à quelqu'un, forcément de changer de religion. Mais c'est une possibilité, bien entendu. Là, vous aurez des difficultés à prendre des femmes dans une église, hein? Non, le problème, c'est que si tu te maries à, par exemple, une catholique et que tu deviens catholique, quand tu vas te marier à une musulmane, je ne sais pas, pour ceux qui veulent avoir plusieurs femmes, ils risquent d'avoir plusieurs religions à force. Ah oui, le développement du vieux. Oui, mais bon, je crois quand même que au-delà de cette possibilité, hein, que par amour vous arriviez à changer de religion, il y a une troisième tendance aujourd'hui. La troisième tendance, c'est qu'il y a la possibilité d'un mariage mixte. Cela se passe très facilement aujourd'hui entre la religion catholique et la religion musulmane. Je ne voudrais pas citer des hommes sur le plateau, mais j'en connais. J'ai un ami qui s'appelle Karim Oscar et qui est fier donc de dire que il est Karim de par son père et Oscar de par sa mère. Et donc, non, de par sa femme. Bon, il sera quoi de par sa femme, je ne sais pas. Donc c'est pour dire que déjà dans une vie antérieure, ses parents ont eu cette possibilité de se marier entre eux, étant donc de différentes religions. Et aujourd'hui, nous voyons que ça se passe aussi. Mais bon, la question ici, c'est que est-ce qu'on peut catégoriquement changer de religion par amour? Et par amour pour qui? Pour la femme ou pour l'homme? Ça se passe. Nous avons aussi des exemples. Moi, j'ai un ami qui est devenu musulman, hein, par alliance. Et bon, ça ne gêne personne. Il pratique sa religion, il la vit. La femme est là, et les deux continuent d'être ensemble. Mais c'est plutôt le contraire qu'on devrait s'attendre, c'est que c'est la femme qui accepte donc de suivre l'homme dans sa religion.
Mais nous constatons au niveau de certaines religions que ça ne se passe pas aussi facilement. Il y a des parents qui continuent d'être fanatiques sur la question de la religion et pensent que l'enfant a l'obligation de suivre leur religion, la religion dans laquelle il est né ou dans laquelle ils l'ont éduqué. Il va falloir qu'à ce niveau-là, on demande aux gens donc de changer de paradigme parce qu'il faut comprendre que la religion est un choix libre. Ce n'est pas parce qu'un enfant est né donc, dans une religion de ses parents qu'il est obligé de pratiquer la même religion que ses parents. C'est suffisamment grave ce que vous dites. Hein? Mais vous pensez que c'est grave? Ah oui. Ce n'est pas grave. Je crois qu'il faut oser crever l'abcès, il faut élever le niveau de la réflexion à ce niveau-là et dire qu'en matière de religion, l'enfant doit quand même manifester sa liberté. C'est vrai qu'on devrait souhaiter que l'enfant continue donc de pratiquer la religion de ses parents, mais si l'enfant constate qu'il sera beaucoup plus à l'aise dans une autre religion, qu'on lui laisse donc d'aller se chercher et de faire son expérience. Après, pour devenir pasteur ou bokono, et on va le chasser. Vous ne vous posez pas une question. Oui. Que nos parents, qui n'avaient même pas mis pied à l'école, acceptent que certaines religions, qui sont des religions révélées, s'installent chez nous, leur donnent même des terres pour qu'ils s'installent. Ça veut dire que, quelque part, ils ont eu cette tolérance en matière de religion. Et donc, c'est cet esprit de tolérance que nous devons cultiver, aussi bien dans nos familles que dans nos sociétés, pour donc permettre que chacun vive véritablement qu'on appelle son choix religieux, même si, entre-temps, il était notre progéniture. Gaspard Diamant, c'est une question très sensible, hein, la question de religion. Oui, tout à fait, tout à fait. Les questions de religion, c'est d'abord des questions de croyances individuelles. Et je ne suis pas totalement d'accord avec Achille qui a semblé dire que nos grands-parents ont accepté facilement les religions révélées ou les religions importées. On leur a imposé de force, bien entendu. Ce n'est pas que nos parents ont accepté aussi facilement, parce qu'ils avaient leurs pratiques antérieures, les pratiques qu'aujourd'hui, certains qualifient, n'est-ce pas, de barbares ou de rétrogrades ou tout ce que vous voulez. Mais en réalité, moi je pense que ce que nous appelons religion a une fonction dans la vie. Hein. C'est plutôt un aspect moral chez les individus. Ça inculque un certain nombre de valeurs aux individus. Hormis ça, moi, le fanatisme en matière de religion, moi, je pense que ça n'a pas sa raison d'être. Parce que ce soit une religion ou une autre, on n'enseigne jamais dans une religion de tuer ou de faire du mal à quelqu'un. Et donc, moi, j'estime qu'on n'a pas besoin. On peut, comme la question a été posée, changer de religion parce qu'on aime quelqu'un et qu'on veut suivre la personne. Mais c'est le fait de vouloir imposer. Moi, je pense que c'est cet aspect-là que nous devons bannir un peu de nos pratiques où on dit si il ne vient pas dans telle religion, on ne peut pas se marier à telle personne. Je pense que c'est des aspects qu'il faut. Moi, je ne me réclame pratiquement d'aucune religion, mais j'ai mon papa qui a une religion, j'ai ma maman et qui a une religion, certainement. Mon épouse a une religion. Je n'en impose pas. Il a fait la synthèse des deux. Non, si je dois me réclame de l'église de mon papa, je serai protestant. Si je dois me réclamer de l'église de ma maman, je serai catholique. Et vous êtes quoi, enfin? Je suis là, comme vous l'avez dit, la synthèse des deux. Ma fille est née, a fait l'école catholique. Elle s'est communée en tant que catholique, mais moi-même, je ne me réclame pratiquement d'aucune religion. C'est quoi la synthèse des deux? Ne me dites pas que vous êtes animiste. Il ne se réclame d'aucune des deux. Non, l'animisme aussi, c'est une croyance. Je crois en Dieu, c'est fini. Le reste, c'est... Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Que l'animisme, c'est de la barbarie? Merci beaucoup. On poursuit donc le débat. On parle d'autre chose à présent. Gaspard Diamant, si je reste toujours avec vous, puisque vous êtes... le patron des journalistes parlementaires et ami personnel de Vlavonou. On va parler de l'ouverture de la deuxième session. Vous allez trop vite en besoin avec les affirmations. Je ne suis patron d'aucun journaliste parlementaire. J'ai été Vous élu. êtes le président des voilà, journalistes parlementaires. mais je ne suis pas le patron, c'est différent. Ah, ok. Maintenant, bon, ami, je suis ami de presque tout le monde. Hein. Ah, D'ailleurs, sur ce plateau, vous me collez tellement d'amitié que je n'en refuse plus. Tout à l'heure, vous serez l'ami des démocrates aussi. Je suis leur ami, pourquoi? Parce que c'est des Béninois, non? Oui, on va parler le discours du président Vlavonou. Non, bon, l'information, c'est d'abord l'ouverture cette semaine, n'est-ce pas, de la session
la deuxième session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale, qu'on appelle également session budgétaire, parce que justement, c'est une session qui est essentiellement consacrée, pas uniquement, mais essentiellement consacrée à l'étude et à l'adoption du budget général de l'État. Et dans le cadre de l'ouverture, n'est-ce pas, des travaux de cette session, bien entendu, comme il est de tradition, le président de l'Assemblée nationale a prononcé un discours qui a fait un peu le tour de diverses questions, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Donc je ne pense pas que cela soit quelque chose de nouveau. Maintenant, les sujets qui ont été abordés ont été des sujets, bien entendu, des sujets diversifiés, hein, que ce soit le terrorisme, un certain nombre de choses, ces sujets-là ont été abordés par le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, quelle est la pertinence de ces sujets-là abordés? On peut peut-être faire ce débat-là, mais c'est lui qui fait son discours et qui trouve pertinent ou pas d'aborder tel sujet ou pas. Quelle est votre réaction par rapport au rapport d'activité du président? Le rapport a été adopté malgré le nom des députés. Oui, fait, moi je trouve même que ça paraît parfois bizarre de dire que c'est le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est lui qui dirige l'institution, mais en réalité, c'est une compilation beaucoup plus des actions menées par l'ensemble des députés du moment où on parle aussi bien, quelquefois, de la gestion financière, mais aussi bien des missions effectuées par les uns et les autres, des séminaires et autres activités menées par l'ensemble des députés. Donc, je trouve qu'en réalité, il n'y a pas tellement d'enjeux souvent à voter ou pas ce rapport d'activité, sauf que certains en font pratiquement un instrument politique, et c'est dans ce sens peut-être que les députés, les démocrates n'ont pas voulu donner caution, n'est-ce pas, au vote de ce rapport d'activité. Mais comme on le dit souvent, parfois le bruit de la mer n'empêche pas les poissons de dormir. Hein, et comme il y a une large majorité, je crois que le rapport a été... Et quand on a demandé à un collègue hier, le rapport d'activité a été adopté par quel nombre de députés? Il a dit, moins les députés, les démocrates. C'est un chiffre aussi. Achille-Ossou, comment vous voyez cette réaction ou l'attitude des députés, de ces députés de l'opposition? Bon, c'est une attitude qui ne surprend pas. Ils ont fait le choix donc d'être qu'on appelle d'une opposition radicale par rapport à la mouvance qu'incarne, comment s'appelle, le président de l'Assemblée nationale avec tous les députés donc, des partis, des deux blocs de la majorité parlementaire, l'Union progressiste, le Renouveau et le bloc républicain. Et donc, en tant que tel, ça ne devait pas surprendre que les députés de l'opposition ou du parti Les Démocrates votent contre le rapport d'activité du président Louis Vlavonu. C'est le contraire qui aurait peut-être donné du grain à moudre. Et donc, je crois que par rapport à ça, il y a un effet qui est attendu. L'effet, c'est comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, c'est un effet politique. C'est de montrer que, bon, à l'Assemblée, ça ne va pas et que, bon, et comme ils le disent, le peuple n'est pas d'accord avec la gestion du président de l'Assemblée, encore que, bon, je me demande ce qu'il reproche fondamentalement à ce rapport. Mais bon, nous nous rappelons quand même qu'il y a quelques sujets sur lesquels il y a eu tiraillement au Parlement, qu'on appelle les questions de désignation des secrétaires et des membres des commissions, et la représentation au niveau donc, des bureaux des bureaux et des commissions, etc. Donc, je crois qu'il y a ce point fondamental sur lequel les députés de l'opposition attendaient le rapport d'activité du président Louis Vlavonu, mais dans l'ensemble, est-ce que cela suffit pour rejeter tout de go un rapport? Parce qu'il y a quand même des séminaires que le président a organisés, auxquels ils ont pris part. C'est quand même des points positifs qu'il fallait souligner. Et donc, je pense qu'il pouvait adopter une autre attitude. L'attitude de oui, mais, d'accord. Et donc, ça aussi, je crois aussi que c'est une position qui pouvait aussi les grandir. Merci beaucoup. On va passer à un autre sujet, à l'international à présent. Avant d'aller au Sénégal, Achille-Ossou, on reste au Gabon. Un ultimatum de 6 mois est donc donné aux marabouts et féticheurs béninois, togolais, congolais pour quitter le pays. Ça fait marrer. Et je me pose une question. Est-ce que
les Gabonais peuvent vraiment vivre sans les étrangers? Est-ce qu'ils peuvent vraiment vivre sans les Béninois? On ne renvoie pas les Non, étrangers, on mais renvoie vous- les féticheurs. Bon, On d'accord. renvoie les féticheurs Je ne sais pas. et les fétiches. Je ne sais pas comment ils arriveront à identifier de ces étrangers-là ceux qui sont féticheurs et ceux qui ne le sont Ils pas. se connaissent. Ah bon? Ils se Donc, bon, vous voulez dire que qui connaît qui? Ils se Que, connaissent entre eux. que le chef de la junte. Je ne parle pas du chef de la jeune. Bon, je crois quand même que il y a peut-être des raisons qui amènent les responsables la junte militaires à prendre cette décision. du Gabon à prendre cette décision, mais je voudrais quand même que, au-delà de tout, qu'on sache aussi raison garder. Est-ce que c'est à cause de ces féticheurs que le Gabon a été mal géré, que le Gabon reproche peut-être qu'on appelle cette mauvaise gouvernance sous le président Ali Bongo, à qui on a arraché le pouvoir? Il ne faudrait pas battre quand même sa coupe sur la poitrine de l'autre. Je crois qu'on est en train de déplacer, de prendre l'effet pour la cause de déplacer le débat en s'attaquant, en s'attaquant inutilement donc à ces étrangers qui ne sont que aussi des prestataires de services. À ces étrangers féticheurs. Ils proposent des services que peut-être que les Gabonais trouvent utiles à aller, vers lesquels les Gabonais trouvent utile à aller. Et bon, moi je ne sais pas pourquoi on va tout de go leur reprocher, même si un Gabonais pense que ce n'est pas les fétiches qui va vivre, qui va survivre, qui va briller. Même si le féticheur au Bénin, il viendra le voir pour faire son gris-gris et repartir encore tranquillement chez lui. Gaspard Diamansi, ils sont inquiétés là. Bon, moi, la première question qui me vient à l'esprit quand j'aborde le sujet, c'est de savoir s'il n'y a pas de féticheurs gabonais. Bien sûr. Les pygmées dans les forêts. Oui, parce que ça paraît quand même bizarre, parce que même si on renvoie les Béninois, les Togolais, les étrangers, j'espère que, ou tout au moins que ceux qu'on veut renvoyer là, on a déjà appris le métier aux Gabonais, parce que c'est parce qu'il y a un marché que ceux-là vont, n'est-ce pas, une demande de féticheurs que ceux-là, n'est-ce pas, vont sur le marché gabonais. Donc moi, je ne sais pas. Ce qui motive d'abord cette décision, vraiment, je ne sais pas. Peut-être qu'ils font des choses qui ne plaisent pas à la société gabonaise. Je n'en sais rien. Mais le fait déjà même de citer des nationalités, moi, c'est une manière déjà de stigmatiser ces nationalités-là. Moi, personnellement, ça me dérange parce que c'est à croire qu'en plus, il n'y a que ces trois nationalités-là qui agissent en tant que féticheurs dans le pays, ce qui reste, n'est-ce pas, à démontrer. Et le Bénin est en tête, hein. Comme l'a dit. Bon, là, on a cité le Bénin en tête. Et on se pose même parfois des questions de savoir si ce n'est pas pour cacher un peu qu'on a mis Togolais et Congolais, si ce n'est pas les Béninois qui sont visés prioritairement. On a B, on a T, on a C. C'est l'ordre alphabétique. Alors, non, mais le C devait venir avant le T. Non, si l'ordre alphabétique. C'est le vieux qui a donné l'ordre là. Sinon, dans le courrier, c'est B, c'est C, c'est T. De toute façon, moi, je ne sais pas le problème que cela règle. Bon, du moment que ce ne sont que les féticheurs, bon, tout au moins les pêcheurs et autres tailleurs béninois qui sont là-bas peuvent toujours rester, comme l'a dit Achille, le féticheur peut être partout où il est, je crois qu'il agit, hein, donc qu'on les renvoie ou pas, je ne pense pas que ce soit la solution. Merci beaucoup. Pour terminer, avant de trouver le baromètre de la semaine, au Sénégal, la Sénat ordonne à la direction des élections de délivrer les fiches de parrainage à l'opposant Gaspard Diamansi, Ousmane Sonko. Oui, au fait, la question de Sonko, je me demande si finalement il pourra participer à ces élections présidentielles, parce que déjà qu'il y a une décision de justice qui a demandé de le réintégrer au niveau de la liste électorale. Et je crois que jusque-là, il n'a pas été intégré parce que justement la Direction générale des élections a opposé une fin de non-recevoir, n'est-ce pas, à la mise en application de cette décision. Jusque-là, le ministère de l'Intérieur n'a pas encore obtempéré, donc n'a pas permis pour l'instant à Ousmane Sonko d'être sur la liste. Maintenant, si la Sénat demande encore, soit dit en passant, la Sénat est une structure un peu politique, où il y a des acteurs politiques, alors que la Direction générale des élections est une structure technique. Si le politique demande à la structure technique, cette fois-ci, de donner les fiches de parrainage à Ousmane Sonko, je crois que c'est dans la droite ligne de ce qui
doit être fait pour que Ousmane Sonko soit candidat. Mais s'il n'est pas sur la liste électorale et qu'on lui délivre les fiches de parrainage, je ne sais pas à quoi cela va servir finalement. Donc je pense qu'il y a un jeu politique qui est en train de se faire au Sénégal pour empêcher finalement Sonko d'être candidat à ces élections. La candidature de Sonko aux élections sénégalaises devient comme un serpent de mer. Il y a trop de tentacules. Et dans un premier temps, c'était avec le président de la République que la guerre a commencé, mais depuis un certain temps, on n'entend plus parler. Et le président, comment il s'appelle, Macky Sall, le débat n'est même plus à ce niveau. Le débat s'est complètement déplacé. C'est devenu maintenant un débat administratif avec tout ce que nous entendons par rapport à sa participation à cette élection-là. Et bon, je crois que voilà deux structures qui se tirent entre les jambes pour quelqu'un qui continue de rester en prison. Parce qu'on lui délivre même les fiches de parrainage, je ne sais pas comment il aura la possibilité donc d'aller chercher ses parrainages. Et ça, c'est une autre paire de manches. Parce qu'une chose est qu'on lui accorde même ses fiches de parrainage, l'autre chose est qu'il a la possibilité de réunir le nombre de parrainages pour véritablement se présenter comme candidat. Je crois que c'est à croire qu'il y a une politique d'usure qui a été mise en place pour lui faire perdre totalement le temps et pour que au finish il se découvre lui-même que bon, il ne peut plus grand chose parce que là maintenant on l'empêche d'être au contact de la population, d'aller faire un certain nombre qu'on appelle d'activités, on l'empêche donc de négocier, d'aller à la négociation pour vendre son projet de société qui devait lui permettre donc de séduire les députés ou les maires qui vont lui accorder ces parrainages. Et donc, tout ça là, en tout cas, je constate quand même que le temps joue contre lui. Et bon, nous attendons quand même de voir ce que cela donnera à la fin. Le baromètre de la semaine qui monte de votre côté? Oui, le baromètre, je voudrais saluer cette distinction des députés à l'Assemblée nationale. C'est pour la première fois que nous assistons à la chose et cela restera un mérite de la gouvernance du président Patrice Talon qui a pris le décret donc, pour faire bénéficier de cette distinction aux députés de la 9e législature. Et je crois que pour l'avoir fait, je crois que c'est un effet d'annonce pour donc une instauration, une paix sociale durable, parce que ces députés-là devraient se sentir désormais comme des ambassadeurs pour la paix au Bénin. Qui descend, donc c'est la junte gabonaise, avec cette affaire donc de renvoi des féticheurs d'un certain nombre de pays. Je crois que la junte a mieux à faire que de s'occuper donc des gens qui ne monnaient que ce qu'ils savent faire pour donc survivre. Gaspard Diamossi, qui descend de votre côté? Oui, j'ai bien envie de penser comme Achille, sauf que je suis partagé entre évidemment ceux qui veulent renvoyer les féticheurs et ceux qui empêchent Sonko d'être candidat à l'élection, donc la Sénat, qui refuse, qui a fait, pas la Sénat, la Direction générale des élections du Sénégal et ceux qui veulent renvoyer les féticheurs. C'est comme s'il n'y a rien à faire dans le pays. J'ai envie également de dire les députés, mais pas parce qu'ils ont été décorés, parce que la décoration, c'est bon. Je n'ai pas envie de dire que c'est décoratif, mais ça n'a pas d'importance. Parce que, est-ce que c'est mérité? Rien qu'en accédant à une fonction, vous accédez à une décoration. La question se posera. Moi, je voudrais juste dire que c'est eux, parce qu'ils sont face à leurs responsabilités. Je crois que autant qu'ils soient de l'opposition ou pas, ils sont en train de rentrer dans une session où ils doivent doter le pays, n'est-ce pas, d'un instrument important qui est le budget. Je leur souhaite ces bonnes missions et je dis, bon, pour le moment, ils sont devant pour ça, mais pas pour certainement la décoration. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi Achioso. Merci à vous. À vendredi prochain, si Dieu le veut. Merci à toute l'équipe de réalisation et de préparation de cette émission. Bonsoir. Merci également à Faouzia Sefou de la rue Opine. Merci à vous. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes
Contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.